Chers amis, bonsoir. Je suis très contente, comme d'habitude, de vous retrouver au Dialogue franco-russe. Quand je vous dis qu'on traite les sujets d'actualité, vous pouvez bien me croire. Il n'y a pas de sujet plus d'actuel que le thème des relations russo-occidentales à travers le temps. Je laisse Meredek après, donc avec nos invités d'aujourd'hui, que je remercie chaleureusement puisque le sujet est délicat et sensible et vous êtes tous là pour en parler. Ça ne vous est pas échappé, le président Macron s'est rendu à Moscou lundi. Malgré les mots prononcés par Emmanuel Macron comme « il n'y a pas de sécurité en Europe sans la Russie », la Russie est en Europe et on ne change pas la géographie. Cependant, ce bilan de cet entretien reste assez vague, flou pour ceux qui ont essayé de suivre, la conférence de presse, pourtant bien détaillée. Il y a beaucoup de scénarios pessimistes quand même qui circulent. J'ai regardé aujourd'hui, j'ai écouté quelques journalistes russes, notamment le journaliste russe Gleb Prostakov qui dit que de toute façon, les États-Unis veulent une crise à tout prix. Ils cherchent n'importe quel prétexte. Ils veulent un nouveau train de sanctions contre la Russie, couper les robinets de gaz, SWIFT, vous connaissez l'histoire, pour affaiblir la Russie, affaiblir l'Europe, etc. Et il y a d'autres voix beaucoup plus optimistes, et notamment le vice-président de la Commission des Affaires étrangères de la Douma russe, Vyacheslav Nikonov, qui s'est prononcé récemment, qui a dit quand même c'était une chose positive que Macron s'est rendu à Moscou. Pourquoi? Parce qu'il fallait parler de l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est l'essentiel pour les Russes? Que le temps ne s'attende plus à l'Est et que les missiles ne soient pas déployés en Ukraine. C'était assez simple comme souhait. Ce soir, nous ne traitons pas de la guerre du gaz, qui est peut-être sans doute un élément qui entre dans notre dossier, mais nous traitons bien de la question de l'OTAN, vue de la fenêtre française, européenne, et évidemment, puisque le dialogue franco-russe a eu en quelque sorte le nez creux, l'actualité internationale étant ce qu'elle est, nous allons bien évidemment consacrer ce débat ce soir avec nos experts sous l'angle de ce qui se passe aujourd'hui, qui est à la fois une crise qui est ancienne, qui est complexe et dont les rebondissements sont multiples, nombreux. Et effectivement, comme Irina l'a souligné, le premier d'entre eux, c'est que même les journalistes français qui ont suivi la délégation française dans son dernier périple entre Moscou, Kiev et Berlin ne sont pas tout à fait d'accord entre eux sur ce qu'a pu dire ou si qu'ils ont pu comprendre des propos à la fois d'Emmanuel Macron et de Vladimir Poutine. Donc vous voyez, les choses sont compliquées. En tout cas, ce que j'ai noté, c'est que le président français, en allant à Moscou, a déclaré la chose suivante aux journalistes qu'il a interrogés dans l'avion présidentiel. Le président Poutine veut un changement profond de la politique de l'OTAN. Il faut trouver une solution pour que cet espace de sécurité qu'est l'OTAN cohabite avec la Russie. Je cite les propos d'Emmanuel Macron. Un élément d'adéquation, c'est la non-adhésion de l'OTAN à l'Ukraine. Voilà, donc je crois que finalement, dans cette... pardon ? De l'Ukraine à l'OTAN. De l'Ukraine à l'OTAN, pardon. Vous avez raison. Donc on voit bien qu'effectivement, dans cette complexité, dans ce brouillard de la diplomatie et des rapports de force, y compris en matière d'influence et militaire, on voit bien que la question, tout le monde la connaît finalement, c'est bien la question de l'OTAN qui ressurgit durant cette crise. Alors effectivement, il est un peu difficile aujourd'hui de décrypter le bilan de cette mission de pompier diplomate qu'Emmanuel Macron a initiée et qui sera suivie bientôt par celle de l'Allemand Scholz et des secondes négociations en format Normandie, on y reviendra. On a bien compris que l'OTAN était au centre de ce sujet. Ce qui est intéressant, je note également pour continuer ce petit panorama, ce petit bilan avant d'entrer dans le débat, c'est que pendant que les Européens, comment dirais-je, réinitient la phase négociatrice des négociations, à Washington pendant ce temps-là, Washington continue en quelque sorte d'envoyer des signaux que je qualifierais de bout de feu, puisque Washington multiplie en fait les petits cailloux pour expliquer que finalement l'armée russe est quasiment sur le point d'envahir la Russie. Bon, même si Washington précise bien
on pense que Vladimir Poutine n'a pas encore pris sa décision. Je ne fais que citer des propos d'officiels américains de ces dernières semaines que vous avez lus comme moi. De quoi parle-t-on à propos de l'OTAN et de la crise actuelle? On parle d'une force de réaction rapide de l'OTAN, puisque les Américains viennent aujourd'hui d'augmenter avec 3000 soldats qu'ils ont envoyés des États-Unis en Europe, en mettant en alerte 8500 hommes supplémentaires. La force américaine en Europe qui est sous le parapluie de l'OTAN, c'est à peu près 65-68 000 hommes actuellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Européens aujourd'hui montent en puissance ce qu'ils appellent leur force de réassurance. Donc il y a déjà, depuis 2017, il y a déjà une force de réassurance qui est située dans les pays baltes, également en Pologne, quelques milliers de soldats, et il y en a une qui va se constituer, qui va se muscler en Pologne et en Roumanie, puisque la France a dit qu'elle participerait à cette force probablement à hauteur d'1 millier d'hommes. Donc voilà un petit peu le bilan sur la gesticulation militaire en face. On dit qu'il y a à peu près 120 000 soldats russes qui sont massés à la fois à la frontière ukrainienne et en Biélorussie pour des exercices avec l'armée biélorusse. Voilà les quelques chiffres. On peut ajouter à ces quelques chiffres les activités navales denses en Atlantique Nord. On me disait qu'il y avait la semaine dernière 80 bateaux russes du côté de la Norvège. Il y a actuellement, je lisais actuellement qu'il y avait à peu près 140 navires russes du côté de la Méditerranée orientale. Tout cela évolue chaque jour. Les Occidentaux, les Américains ont dépêché un groupe aéronaval avec le porte-avions Truman en Méditerranée orientale. Notre porte-avions fait actuellement des manœuvres, des exercices avec ce groupe aéronaval qui a été officiellement, le Harry Truman a été officiellement rattaché aux forces américaines de l'OTAN en Europe. Voilà un peu quel est le bilan, l'état des lieux des gesticulations militaires. Et si tous les experts, y compris militaires, ne sont pas forcément d'accord sur le scénario selon lequel les Russes seraient sur le point d'envahir l'Ukraine, en tous les cas, le point commun en général des experts militaires, c'est qu'ils disent que quand on met de nombreuses forces dans un endroit finalement relativement restreint, si on prend par exemple la Méditerranée orientale, c'est une petite mer, il y a toujours le risque d'un frottement, d'un accident, et l'on sait que dans ces cas-là, une allumette craquée au bon endroit, au bon moment, peut provoquer des incidents. Il y en a eu plusieurs. On peut rappeler ce qui s'est passé en 2008, à l'été 2008 en Ossétie. Le président de l'époque de la Géorgie, Saakashvili, a déclenché les hostilités militaires, sans doute avec un feu vert non dit de Washington. Bon, on ne sait pas exactement quelle est la réalité. Il y a eu une réaction russe militaire. Tout le monde se rappelle la révolution civile ukrainienne en 2014, puis l'épisode de Crimée. Donc voilà, nous sommes dans ce contexte et nous allons... alors, pour résumer, les Russes disent évidemment que l'OTAN est la cause de cette pression maximale. Ils viennent d'ailleurs de recevoir un renfort relativement timide du chinois Xi Jinping, qui dit aussi que l'OTAN est un véritable problème, en particulier en Asie du Sud-Est, et on voit très bien ce qu'il veut dire. L'implication de l'OTAN n'est que la conséquence de l'attitude russe réplique les Américains, et pendant ce temps-là, Allemands et Français répondent « ce n'est pas si simple » et ils tentent de ressusciter le format diplomatique, en particulier le format Normandie, initié par le président Hollande, dont vous citez tout à l'heure quelques péripéties internationales, en 2015, 14 et 15, voilà, lors d'un sommet pour commémorer le débarquement en Normandie. Ça, c'était avant. C'était avant, d'accord. Mais enfin, c'est la conséquence de ça. Voilà, le 6 juin 1944. Donc, format Normandie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un dialogue à quatre, regroupant en fait les signataires des fameux accords de Minsk de 2015, c'est-à-dire l'Ukraine et les sécessionnistes du Donbass, ainsi que la Russie, l'Allemagne et la France, sachant que ces trois puissances ne sont pas signataires des accords, mais
comment dirais-je, sont les gages de l'application de ces accords. Voilà, donc pour débattre du rôle de l'OTAN aujourd'hui dans la crise, après ce petit rappel et décor planté, je vous propose de présenter mes invités qui, je le souligne, ça a déjà été fait d'ailleurs, ont accepté de débattre d'un sujet à la fois complexe, volontiers et souvent instrumentalisé, on le voit en permanence en ce moment, et un sujet qui intéresse les Français, les internationaux, mais les Français. Il y a un récent sondage qui montre combien finalement les Français sont intéressés par l'actualité internationale, contrairement à ce que pouvaient penser un certain nombre de médias qui sont plutôt sur des sujets de société pour faire de l'audience. Sans idée de protocole, je commence par le général Vincent Desportes. Mon général, vous êtes bien connu, vous passez souvent à la télévision, vous êtes, je le rappelle brièvement, vous êtes ancien directeur de l'école de guerre que vous avez piloté entre 2008 et 2010. Vous connaissez très bien les États-Unis puisque vous avez obtenu là-bas votre brevet, enfin vous avez fait l'école de guerre américaine et vous avez servi comme attaché de défense terre à l'ambassade française à Washington, et donc vous connaissez, vous êtes plongé de près dans la doctrine et la pensée américaine. Vous êtes aujourd'hui consultant, professeur de stratégie à Sciences Po, à HEC, etc. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. J'en cite un parmi les derniers, Entrée en stratégie chez Robert Laffont en 2019. Merci mon général d'être avec nous ce soir. Général Trinquant, Dominique Trinquant, vous êtes vous aussi bien connu des médias français, et vous êtes aussi, je le souligne, vous allez aussi bien dans des médias, dans tous les médias en fait, vous ne refusez pas le débat mon général. Vous êtes l'ancien patron de la mission militaire française de l'ONU, vous avez après une carrière opérationnelle marquée par des passages en ex-Yougoslavie et au Liban. Vous me confiez tout à l'heure aussi que vous avez eu l'occasion de travailler sur les plans de l'OTAN dans les années 80-90. Voilà, pour faire simple. Vous êtes aujourd'hui directeur de relations extérieures du groupe Marquet Balzan, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1000 personnes, pour lequel vous avez en particulier développé une branche équipement des opérations de maintien de la paix, en Afrique en particulier. Et je le signale, vous avez fait partie du pool défense de l'équipe du candidat Macron en 2017. C'est un point important et c'est une richesse pour notre débat. Amiral Dufourcq, vous êtes, vous, le marin entre ces deux officiers de l'armée de terre. Merci, Amiral, d'avoir bien voulu présider cette table. Vous êtes au milieu presque. Vous êtes, après une carrière de sous-marinier, vous avez embrassé celle des relations internationales. Vous avez servi notamment au Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères à Paris. Vous avez également œuvré à la représentation permanente de la France pour l'Union européenne à Bruxelles et au Collège de défense de l'OTAN à Rome, ce qui vous donne une vision assez globale en fait des problèmes qui vont nous occuper aujourd'hui. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de stratégie. Vous avez, je le précise, enseigné à Moscou, au MIGMO, si je dis bien les choses. Voilà, donc je le redirai pas. Ça change voilà. beaucoup, c'est l'université des diplomates, voilà, des diplomates russes. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, monsieur le ministre conseiller sort de cette prestigieuse université qui est rattachée au ministère des Affaires étrangères russe. Voilà, et vous avez cofondé pour être le cabinet d'analyse La Vigie. Et last but not least, pardon pour cet anglicisme dans cette enceinte, vous avez, je termine par Alexandre Zeziouli, donc vous êtes diplomate de carrière, vous êtes polyglotte et francophone, et vous parlez un français excellent, vraiment, c'est un plaisir de débattre avec vous, c'est la deuxième fois. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité européenne, vous êtes un fin connaisseur de l'Italie, vous avez été en poste, et de la France, vous êtes en poste à l'ambassade ici depuis 2017, et vous êtes, pour faire simple, le numéro 2 de l'ambassade. Je vous remercie à nouveau, monsieur le ministre conseiller, d'avoir bien accepté, voulu être avec nous ce soir. Je suis le seul civil sur le plateau. Je suis lieutenant de réserve. Je savais bien qu'il y avait un lien entre vous. Voilà, et pour organiser ces débats qui vont durer à peu près 1 heure, après une petite, qui seront suivis d'une séance de questions-réponses, je vous propose peut-être, dans la mesure où cela sera possible, à l'aune des échanges qui vont se nourrir entre vous,
d'organiser ces débats en 2 ou 3 parties, si vous voulez bien. Tout d'abord, évidemment, revenir sur l'OTAN et l'Ukraine, un sujet éminemment complexe, peut-être d'ailleurs simple pour certains d'entre vous. Vous nous direz que peut-être il faut le simplifier pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Deuxième partie, mais qui est évidemment liée à la première, c'est à quoi sert l'OTAN pour les Européens? Vraie question. Je pense qu'on est aussi au cœur de la question de la crise actuelle. Est-il possible d'articuler l'OTAN et une architecture européenne de sécurité? Autrement dit, une défense européenne et une défense otanienne. Et puis, si vous voulez bien, on essaiera quand même de ménager quelques instants pour finalement répondre à la question que les Français se posent et qui est posée aujourd'hui dans le débat présidentiel français. Finalement, à quoi sert aujourd'hui l'OTAN pour la France? Quel est le bilan positif et négatif du retour dans ce fameux commandement intégré de l'OTAN dont les candidats nous parlent, qui est une notion à la fois précise et un peu floue? On se demande d'ailleurs, même quand les candidats en parlent, s'ils ont bien compris de quoi il s'agissait. Il est vrai que l'OTAN est parfois un peu compliqué à suivre. Voilà, j'ai terminé mon tour de table. Je vais maintenant essayer d'animer ce débat avec toute la complexité que intègre dans cette table ronde de ce soir l'actualité la plus brûlante. Monsieur le ministre conseiller, dans des propos relatés par le journal du dimanche, Emmanuel Macron a affirmé le week-end dernier l'objectif géopolitique de la Russie est aujourd'hui n'est clairement pas l'Ukraine, mais la déstabilisation des règles de cohabitation avec l'OTAN et l'Union européenne. Pour faire simple et vous donner très vite la parole, monsieur le ministre conseiller, je vais vous poser une question un peu courte mais volontairement punchy. Pourquoi la Russie dit aujourd'hui non à l'OTAN, pas un pas de plus si on comprend bien Vladimir Poutine? Pourquoi aujourd'hui, maintenant, alors que cette crise dure depuis plusieurs années maintenant, quels sont finalement les points nouveaux qui ont conduit Moscou, la diplomatie et le président Poutine à tenir ferme sur le bord de la tranchée en quelque sorte? On l'a vu encore dans sa conférence de presse conjointe avec le président Macron avant-hier soir. En quelques mots, puis on passera ensuite la parole à... Merci. Moi, peut-être, tout d'abord, je commencerai par ce que le président russe a déclaré pendant la conférence de presse après la rencontre avec le président de la République, Macron, il y a 2 jours. Il a développé le sujet de l'Ukraine et des risques de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il a dit très clairement quel est le risque. C'est le risque du conflit à l'échelle globale. Donc l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est la menace pas seulement de la sécurité de la Russie, mais c'est une menace réelle de la sécurité à l'échelle européenne et globale. Pourquoi il a développé aussi ce sujet? Pour être clair, peut-être je simplifie un petit peu, mais imaginons une situation où l'Ukraine est dans l'OTAN. C'est très probable que le régime de Kiev essaie de s'emparer de la Crimée par la force. La Russie sera obligée à se défendre, à défendre son territoire. Ça déclenche le conflit militaire et l'Ukraine, dans l'OTAN, est sujet de l'article 5 du traité de Washington qui oblige tous les États membres de l'OTAN d'entrer dans cette guerre. Donc c'est une possibilité réelle, une situation apocalyptique, vraiment. Ok, donc effectivement, vous êtes là, vous synthétisez finalement ce qu'a redit le président Poutine lundi. Il a expliqué devant les journalistes français, effectivement, qu'il était face à un scénario d'enchaînement. L'OTAN, l'Ukraine, la Crimée, réponse de la Russie. Général Trinquant, les 2 dossiers, Ukraine-OTAN, s'enchevêtrent depuis quelques années déjà. Qui a intérêt à les mélanger? Est-il possible de les dissocier? Faut-il les dissocier? Sont-ils dissociables? Oui, vous permettrez d'abord de dire, juste en introduction, je pense que l'OTAN et le président Biden
disent merci au président Poutine. Je rappelle que le président Macron le disait il n'y a pas si longtemps, la mort cérébrale de l'OTAN. L'été dernier, Kaboul, une catastrophe pour l'OTAN. Les Européens commençaient à se poser beaucoup de questions sur l'OTAN. Et là, eh ben, fantastique, tout le monde se regroupe autour des Américains dans l'OTAN. Donc, merci au président Poutine d'avoir ressuscité l'OTAN, qui était en train de mourir. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OTAN et les Américains. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur l'Ukraine, je crois que le problème, il n'est pas lié à l'Ukraine. Le problème de la Russie, c'est l'architecture de sécurité européenne, qui comprend l'OTAN, qui comprend l'OSCE, qui comprend l'Union européenne. Et c'est ça le vrai problème. Le problème de l'Ukraine, pardonnez-moi, mais vous le savez, la France et l'Allemagne se sont toujours opposés à ce que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Premier point. Deuxième point, comme en 2014, il y a eu une occupation d'une partie de l'Ukraine par la Russie, elle ne peut pas rentrer dans l'OTAN. C'est impossible. L'OTAN ne peut pas intégrer un pays qui est en conflit. Donc je pense que, si vous voulez, c'est un prétexte. Ça n'est pas une réalité. La réalité qu'a repris le président Macron, d'ailleurs, c'est l'architecture de sécurité et comment faire pour redessiner ce qui, issu des années 90. Souvenez-vous, après les années 90, on a mis ce qu'on appelle les FCE, les mesures de confiance, dans lesquelles, lorsque les Russes déployaient, ils étaient inspectés, lorsque l'OTAN se déployait, il était inspecté, et tout ceci a disparu parce que tout le monde s'est laissé aller, j'allais dire, et n'a pas remis en place. Et c'est là qu'est le vrai problème. Donc pour moi, si vous voulez, l'Ukraine est un prétexte, et le vrai sujet, c'est l'ensemble. D'ailleurs, je veux simplement souligner, on parlait des missiles en Ukraine, je veux souligner que El País, je crois, un journal espagnol, a fait fuiter un papier d'accord, enfin pas d'accord, de demande d'accord entre la Russie et les États-Unis, dans lequel les États-Unis demandaient à pouvoir aller inspecter de l'autre côté, en particulier si en Biélorussie il n'y avait pas de missiles qui se mettaient en place, et de donner l'autorisation aux Russes de venir inspecter de l'autre côté pour voir qu'il n'y avait pas de missiles qui se mettaient en place. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus large que l'Ukraine. L'Ukraine est un prétexte. Et je dis, sur le tempo, l'OTAN, qui était un peu moribond, est en train de reprendre beaucoup de force. Merci pour ces premiers commentaires. Alors, très vite déjà, pour l'animateur que je suis, vous avez ouvert à la suite du premier intervenant un nombre de tiroirs impressionnant. Donc, avant de rentrer, et je vais essayer de continuer ce tour de table, ce panorama, en me tournant vers le général. Et puis ensuite, on rentrera ensuite dans les différents sujets qui méritent les uns après les autres qu'on s'y arrête un peu. Je vais me tourner vers le général Desportes. Mon général, le fait que les Américains et les capitales de l'Alliance renforcent les troupes en Europe de l'Est et dans leurs approches maritimes, cela constitue-t-il un risque d'escalade incontrôlée? L'OTAN, qui est une alliance politique et militaire de 31 pays, deuxième question, ou question subsidiaire, est-elle finalement une force capable de dissuader la Russie, de faire reculer Poutine, comme disent les atlantistes? À lire certains commentateurs, on serait même au bord de la guerre totale, y compris nucléaire. Ce sont des choses qu'on a lues sous la plume d'un certain nombre d'analystes, du côté en Occident comme du côté russe. Quelle est un petit peu votre appréciation militaire du dialogue militaire stratégique qui se noue aujourd'hui? Écoutez, moi je pense, je suis désolé, que c'est pas le problème. Je pense que c'est pas le problème. Vous pensez que ce n'est pas un problème? Non, je pense que ce que vous dites n'est pas le problème. N'est pas le problème. Vous pouvez mettre tous les bateaux que vous voulez, tous les chars que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que pensent les gens, ce que pensent les dirigeants et les raisons pour lesquelles ils le pensent. Donc moi je vous propose de repartir un peu en arrière. D'abord je dis que je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire mon camarade Dominique. Et je pense que, vous avez dit, on traite de l'OTAN et l'Ukraine, mais c'est pas le problème. Moi, je crois que le problème, encore plus d'ailleurs que ce que tu as dit, c'est un problème d'effacement des États-Unis
et quand même un souci de revanche de la Russie, qui sent bien qu'elle a un coup là à jouer, alors qu'elle s'est sentie humiliée, repoussée depuis un certain temps. Donc on est dans des circonstances favorables qui permettent à la Russie de jouer un coup. Bon. Et en face, effectivement, finalement, ça arrange les États-Unis. Finalement, ça arrange les États-Unis. Donc, moi, je crois qu'on ne peut pas comprendre ce problème si on ne se place pas dans la tête du président Poutine et dans celle du président Joe Biden. Alors, vous me contredirez, évidemment, si je ne suis pas exactement dans la tête de votre président, vous êtes là pour ça. Bon. Si pour moi, la Russie a un sentiment multicentenaire d'être un espace vulnérable, mal défendu par ses frontières, qui a été envahi, qui a repoussé, etc. Et ça, je crois que ça fait partie de la culture stratégique profonde de la Russie. Et donc, de tout temps, me semble-t-il, la Russie a toujours voulu avoir un État tampon entre elle et un adversaire possible. Et je dirais que nous, Français, nous le comprenons parfaitement, puisque nous nous sommes battus à Versailles en 1919 pour que la Rhénanie devienne un État indépendant indépendant de l'Allemagne, de manière à pouvoir avoir un État tampon entre nous et notre probable futur adversaire. Donc c'est un sentiment qu'on ne peut que comprendre. Alors ceci ne nous a pas été accordé par le président Wilson, et 20 ans après, comme vous le savez, on a vu une guerre qui était assez intéressante. Voilà. Bon, ce qui se rajoute probablement dans la tête du président russe, c'est le sentiment qu'il dit d'ailleurs toujours, c'est d'avoir été trompé. On lui a fait des promesses, ou pas forcément à lui mais à l'URSS, on ne les a pas tenues. Ensuite, il y a un autre point, alors vous n'allez sûrement pas être d'accord avec moi, mais il est probablement, je ne sais pas s'il joue au rugby, on l'a vu sur des ours, des chevaux, etc. Je ne sais pas s'il joue au rugby, mais moi j'ai l'impression qu'on peut même aller un peu plus loin que ça. Là, il est en train peut-être de créer un point de fixation, comme on fait au rugby. Là, tout le monde est sur les affaires ukrainiennes. Et derrière, tranquillement, on est en Afrique, et derrière, tranquillement, la Chine est en train d'acheter l'Amérique latine, etc. Je dirais, est-ce que là, on n'est pas dans un point de fixation, on ne parle plus que de ça, alors que peut-être, au fond, c'est juste de la stratégie simple, on parle de ça, de manière à ce qu'on ne parle pas d'autre chose, la question se pose. Alors maintenant, si on va du côté des États-Unis, moi, je crois qu'il ne faut jamais oublier que l'OTAN, que les États-Unis ont un souci permanent de maintenir l'Europe sous domination et l'Europe en construction. C'est-à-dire qu'une Union européenne aboutie ferait peur aux États-Unis parce qu'elle leur ferait de l'ombre et ils ne seraient plus les maîtres, entre guillemets, de l'Occident. Et comme l'a dit Dominique, cette crise est l'occasion rêvée de faire un petit massage cardiaque à l'OTAN, qui effectivement était encore il y a peu de temps en état de mort cérébrale. Et je pense que les discours alarmistes relèvent beaucoup de ce souci. Alors les États-Unis ont un problème. Ils ont perdu la Chine en 1949. Ils ont perdu la Chine en 1949. Ils l'ont laissé tomber. Ils ont laissé tomber le Vietnam en 1975. Ils ont laissé tomber l'Afghanistan en 1921. Ils ont reculé en 2013 sur l'affaire du bombardement d'Assad. Et puis, pas de réaction au moment de la Crimée, on le sait. Et puis, voilà. Donc, les États-Unis ont un véritable besoin de redevenir crédibles. S'ils veulent maintenir leur outil de domination, continuer à dominer l'Europe et à la maintenir en état de création permanente. Alors, moi je pense que comme ils savent que le président Poutine n'a aucun intérêt à aller attaquer, d'ailleurs il ne le peut pas, puisque le motif ne sera pas créé, autant pour les États-Unis faire croire que la pression existe, de manière à faire croire qu'ils ont dissuadé d'une attaque qui de toute façon ne pouvait pas se produire. Et puis je note au passage que l'OTAN est comme d'habitude un outil d'exportation d'armement, et qu'on voit bien qu'on parle de plus en plus de F-35, que l'Allemagne est en train de se poser des questions, etc. Donc on a un deuxième souci militaro-industriel. N'allez pas trop dans le débat parce que vous allez me squeezer toutes mes questions supplémentaires. Bon, alors, et derrière, on a des problèmes de politique intérieure, qu'il ne faut pas oublier, qui sont toujours prégnants, on le sait bien, et plus importants, enfin, qui imprègnent totalement les problèmes de politique extérieure. Merci mon général pour cette assise de stratège. Je me tourne maintenant vers l'amiral Dufourcq et je continue ce petit panorama avant de à nouveau rentrer dans tous ces sujets passionnants. Comme l'un d'entre vous l'a dit tout à l'heure, la Russie demande aujourd'hui aux États-Unis. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la Russie a mis à plat sur la table ses desiderata. Ils sont publics.
les États-Unis les ont fait fuiter via El País. Et on ne sait pas complètement quel est le contenu de cette fameuse lettre donnée par Biden à Poutine. Bref, la Russie demande aux États-Unis clairement de s'engager par écrit, je résume, à retirer toutes ses troupes de l'OTAN d'Ukraine, à abandonner toute volonté d'intégrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN, de rapatrier l'alliance otanienne dans les bases qui étaient les siennes en 1997. C'est une date intéressante, 1997. Pourquoi le président Poutine parle de 97 ? Première chose, et puis un mot sur est-ce crédible, ou le problème de la crédibilité n'est-il pas le problème ? Beaucoup de questions quand même, vous en conviendrez, beaucoup de questions, et je voudrais raisonner non pas comme mes voisins en stratège, mais peut-être en stratégiste, et vous faire part d'une première réflexion globale sur ce qui se passe actuellement. Il se passe actuellement quelque chose qui intéresse, j'allais dire, la totalité des 8 milliards de personnes qui sont sur la planète aujourd'hui. Est-ce que nous allons rester dans le XXe siècle avec les outils, les comportements du XXe siècle, ou est-ce que nous allons déboucher enfin le XXIe siècle avec autre chose? Parce que les 8 milliards d'habitants qui sont sur la planète regardent quelque chose de très évident. Il y a 450 millions d'habitants dans l'Union européenne aujourd'hui. Il y a environ 200 millions de personnes dans le reste, avant l'Oural, 200 millions de personnes qui sont toutes liées par une histoire commune. Et au fond, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans cet espace global de l'Atlantique à l'Oural, nous avons 2 énormes lignes de division qui se sont installées. L'une traverse la Méditerranée, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais on pourrait en parler, il y a bien des choses à dire aussi. Et l'autre s'est installée dans une dérive du rideau de fer vers la frontière de la Russie. Et tout ce qui s'est passé, j'allais dire, depuis quelque temps, montre que nous avons un 21e siècle qui n'est pas dans cet état d'esprit du 20e siècle dans lequel on résout les problèmes par des rapports de force militaires. Et donc je crois que cette question qui est posée par toute l'humanité, j'allais dire, qui regarde avec effarement ces bagarres inter-européennes ou intra-européennes, avec un rôle de l'OTAN qui arrive là comme un moteur global qui pousse dans la direction de l'Ouest vers l'Est, et quelque chose qui effare une partie de nos partenaires. Moi, je suis stratégiste, c'est-à-dire que j'ai contact avec le monde entier. Je ne me contente pas de regarder ce qui se passe dans l'espace qui est le nôtre, et je m'aperçois qu'il y a peut-être quelque chose qui est un défi qui est posé à une sorte de coexistence durable de toutes les civilisations sur la planète. Alors le problème avec les marins, c'est qu'on dit toujours qu'ils sont sur le pont d'un bateau, mais ils ont toujours les yeux fixés vers l'horizon. Donc il faut de temps en temps les ramener un tout petit peu pour essayer de... Je vous ramène au temps soviétique. Voilà. Parce que moi, j'ai parti... L'essentiel de ma carrière militaire s'est passé sous l'eau, au contact direct, et vous vous posiez la question. Et puis ensuite, vous répondrez pour 97. Hein. Bien sûr, parce que si je vais y venir, il faut passer par ces 2 étapes. Hein. Et donc, ce qui s'est passé pendant tous les temps soviétiques a été en permanence du contact entre des forces qui étaient dans des systèmes de friction. Nous étions tous très proches les uns des autres. Je suis sous-marinier, on ne racontera pas des expériences sous-marines, mais enfin, nous étions souvent très très proches les uns des autres. Nous suivions de très près, nous savions ce qui se passait en permanence chez les autres. Et comme nous étions peut-être un peu plus performants techniquement que les autres, on en savait peut-être un peu plus que nos camarades, et j'ai eu l'occasion d'en parler à la fin de l'Union soviétique avec quelques camarades sous-mariniers russes, et c'était tout à fait intéressant. Mais dans cette période-là, personne ne craignait qu'il y ait une étincelle ou un déclenchement d'opération. Nous étions si proches que nous savions tous les uns les autres, mais nous étions aussi dans une posture d'intimidation collective. Cette posture d'intimidation, je prends juste un petit exemple, parce qu'on est dans des anecdotes. Quand je commandais un sous-marin, j'étais tout jeune, j'avais 30-35 ans, eh bien, j'ai découvert, parce que je faisais une sortie des familles, figurez-vous, le jour de la Pentecôte, en 1984, et qu'en 1984, on a vu débarquer une quinzaine de bâtiments de combat soviétiques, arrivés de partout, et qui débarquaient dans le golfe de Gascogne, devant Toulon, et qui venaient faire un lancement simulé sur le taux d'Albion. Et ça, c'était un moment où nous n'étions pas forcément prêts à les recevoir. À Lyon, où à l'époque, il y avait les fameux missiles Pluton... Non, c'est S4. Ouais. Les missiles stratégiques balistiques de l'armée de l'air. Et donc, pendant toute la guerre froide, nous avons eu des comportements qui ont été des comportements agressifs que nous avons su gérer collectivement, parce qu'il y a quelque chose dont personne ne parle encore aujourd'hui, qui s'appelle simplement la dissuasion nucléaire.
Et dans toutes ces gesticulations, tous ces affrontements, aujourd'hui on voit arriver des flottes de bombardiers russes qui viennent au contact des zones d'identification de l'Europe, mais ça se passait déjà comme ça. Donc, nous connaissons très bien, il y a une grammaire de la gesticulation que nous connaissons très bien. J'en termine avec ça, tout simplement pour dire que cette gesticulation n'est pas quelque chose de nouveau, que nous en avons l'expérience opérationnelle, qu'elle soit du côté des anciens soviétiques, ou qu'elle soit du côté des forces européennes ou des forces de l'OTAN. Alors, 1997, essentiel. Ouais. 1997, 1991, il y a le traité de 90-91, le traité 2+4. Bien sûr, c'est du juridique. Le juridique, c'est, on demande aux Russes, aux Soviétiques à l'époque, puis aux Russes ensuite, ce qu'ils pensent de la réunification d'Allemagne. Ce traité 2+4 est négocié de façon très importante avec les puissances qui ont été, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, j'allais dire, face à face, et qui ont cherché un moyen de trouver une coexistence à ce moment-là. Ce traité 2+4 est quelque chose qu'on a oublié et qui pourtant reste très important, car à cette époque-là, bien que ça ne soit pas l'objet du traité, il a été parfaitement dit aux Russes, parce que je le sais, parce que moi j'étais déjà dans les affaires à ce moment-là, j'étais devenu diplomate, et je sais très bien ce que nous avons dit aux Russes à l'époque. Et donc il y a, dans le sentiment de trahison qu'expriment aujourd'hui les Russes, une réalité tout à fait historique, qui fait que l'on a ouvert un certain nombre de portes, et ces portes, en les ouvrant, nous les avons compensées en créant un Conseil OTAN-Russie, qui est un partenariat spécifique entre l'OTAN et la Russie, qui était là tout simplement pour contrebalancer la réalité qu'on ne pouvait pas empêcher les pays qui avaient été dans l'espace soviétique de demander leur adhésion à l'OTAN. Donc il était clair qu'il fallait que l'on compense le temps où on les avait abandonnés pendant si longtemps dans un espace qui n'était pas celui qu'ils avaient choisi, et il fallait qu'on les laisse rentrer dans l'OTAN. Mais il fallait aussi rassurer ce pays nouveau, la Russie, et là je voudrais dire quelque chose que nous ne savons pas assez sans doute en France, c'est que ce sont les Russes qui se sont débarrassés du soviétisme. Et le roman national français, comme les romans de l'OTAN, sont des romans qui expliquent que c'est la supériorité de l'OTAN qui a fait plier les Russes. Je pense que c'est historiquement, je ne sais pas ce qu'en pense mon camarade à gauche, mais quelque chose qui n'est pas juste. Et pour avoir beaucoup fréquenté les Russes à cette époque-là, je sais qu'ils avaient vraiment l'impression de s'être débarrassés eux-mêmes du soviétisme. Et donc, lorsque l'on crée ce Conseil OTAN-Russie en 1994, on va avoir là un espace de coopération qui va très vite être délaissé, et on va ensuite se diriger vers ce qui va devenir la conférence sur la sécurité et la coopération d'Europe, qui va acter un certain nombre de principes, qui sont les principes de coexistence durable, pour employer un vocabulaire, vous l'avez reconnu, qui est le vocabulaire chinois, la coexistence durable. Je crois que cette question de coexistence durable est aujourd'hui une question extrêmement importante. C'est là dont nous devons parler. Comment faire pour être différents tout en étant ensemble, de l'Atlantique à l'Oural, pour reprendre la formule gaulliste. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, de façon très globale, puisque je suis un marin, j'ai le droit de parler global, je pense qu'aujourd'hui, la question qui est posée, c'est celle de la réunification d'Europe. Mon général Trinquant, alors cette question de je rebondis sur la punchline de l'amiral, cette question de la réunification de l'Europe, qu'en pensez-vous? Est-ce que finalement, comment l'OTAN peut-elle évoluer pour pouvoir, comment dirais-je, rendre possible un nouveau dialogue stratégique et une architecture européenne de sécurité qui passe outre finalement les instrumentalisations américaines, si je suis bien la démonstration du général Desportes. Qu'en pensez-vous? Alors, pour parler de l'Europe et de ce qui s'est passé, pour prendre chronologiquement un peu juste la suite, il faut rappeler que les pays d'Europe de l'Est, qu'on appelait l'Europe de l'Est, étaient occupés par l'Union soviétique. Il faut s'en souvenir. Ce n'était pas une volonté de leur part. Souvenons-nous de Budapest, de Prague, ça n'était pas une volonté de leur part. Lorsque l'Union soviétique a terminé et qu'il y a eu les accords et a quitté ces pays-là, ces pays ont librement décidé de rejoindre l'Europe en deux temps. D'abord l'OTAN, ensuite l'Union européenne. Pourquoi l'OTAN? Parce qu'ils voulaient prendre un parapluie. Deuxième temps, l'Union européenne. Aujourd'hui, lorsqu'on discute, et je reviens là sur des discours, vous connaissez, du gouvernement français actuel, sur l'Europe de la défense, la boussole stratégique, etc., etc., aujourd'hui, on ne peut discuter avec ces pays d'Europe de l'Est
que parce qu'on est dans l'OTAN. Si on n'est pas dans l'OTAN, on ne peut pas discuter de défense avec eux. Ils sont toujours suspicieux. Lorsque j'étais à l'état-major des armées, pendant 2 ans, j'étais responsable de la coopération avec l'Europe, de l'Atlantique à l'Asie centrale. Vous voyez, donc un peu loin. Et lorsque je visitais tous ces pays, il n'était possible de parler avec eux que si on disait, bon, ok, l'OTAN, d'accord, discutons à partir de là. Et à partir de là, c'est un petit peu, souvenez-vous, la déclaration qui a été faite par le président Biden après l'affaire des sous-marins en Australie, déclaration commune Biden-Macron, dans laquelle il parlait d'une défense européenne complémentaire de l'OTAN. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en ce moment, on ne peut même plus en parler, parce que les Européens ne jurent que par l'OTAN. Merci, Monsieur le Président Poutine. Mais cette volonté de pouvoir organiser quelque chose entre Européens doit se faire forcément à côté de l'OTAN, puisque dans l'OTAN, il y a des non-européens. Hein, il y a les Américains, il y a les Australiens, et puis ils essayent de faire venir les Five Eyes, les Australiens, etc. Et puis même, parlons de l'Europe aujourd'hui, il n'y a plus les Britanniques. Donc, la difficulté, c'est d'arriver, la volonté française de faire ça, etc. en Europe, ne peut s'appliquer que si on arrive à discuter avec les autres Européens. Ils nous disent toujours, vous êtes très hexagonal, vous avez une vision hexagonale. Nous, on a une autre vision. Et donc, ça ne peut se faire que progressivement, à partir d'une structure qui est fondamentale pour ces pays d'Europe de l'Est. Je suis désolé, l'Europe, c'est pas la France. C'est 27 pays, et 27 pays qui ont une histoire différente, une vision différente. Mais maintenant, vous vous souvenez que cette boussole stratégique, elle évoluait il y a 6 mois, 1 an. Alors, la boussole stratégique, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au fait, c'est la volonté du président Macron pendant l'Union européenne d'élaborer une espèce de livre blanc synthétique européen dans lequel les Européens se mettent d'accord sur une vision stratégique. Exactement, européen. Et là, on a quand même une grande difficulté. Alors ça doit être présenté au mois de mars, je crois. On a une grande difficulté parce que, je vous donne un exemple simple. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe avec les Européens au Sahel. Mais la France est présente depuis 8 ans au Sahel. Et elle a mis 6 ans, 7 ans à convaincre les Européens qu'il y avait une menace au sud, qu'il fallait venir avec la France. Création de la force Takuba, les forces spéciales qui sont engagées là-bas. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe au Sahel, la difficulté qu'on a avec le Mali, mais en même temps, la menace revient à l'Est. Tous les Européens, à bon droit, disent « Non mais attendez, la menace, elle est à l'Est. Hein. Donc on n'a pas besoin de l'Europe, on a besoin de l'OTAN. » Mon général Desportes, est-ce que la question, le point que soulevait le général Trinquant, la France peut-elle discuter militairement, peut-elle nouer des accords, des alliances avec les Européens de l'Est dans un autre cadre que l'OTAN, ou si l'OTAN n'existe plus finalement? Quelle est votre vision des choses? On a l'impression que c'est la quadrature du cercle. Non, je ne crois pas qu'on peut appeler ici à la dissolution de l'OTAN, comme vous souhaitiez le faire tout à l'heure, parce que juste, ça n'est pas possible. Juste, ça n'est pas possible pour un certain nombre de raisons. Alors, pour faire court, mais je voudrais raconter une anecdote après, parce que je m'oppose un tout petit peu à ce qu'a dit mon camarade. J'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux que ce serait un débat monotone, donc monochrome, donc tant mieux, allez-y. Je reste sur cette idée fondamentale que l'OTAN est un outil de domination de l'Europe. Et la preuve, c'est que ce qui existe, ce sont uniquement des dialogues bilatéraux entre les États-Unis et chacun des pays européens qui donc ne disent rien. Il y a une opération qui est quand même très emblématique dans cette affaire, c'est la guerre en Afghanistan. La guerre en Afghanistan, n'oublions pas que c'est la plus longue guerre européenne. On y est resté 15 ans avec 30 000 hommes. Et l'Europe n'a jamais existé. Pourquoi? C'est un exemple clair. Parce que les Américains ont fait extrêmement attention à disperser les différents contingents européens sous commandement américain, de manière à ce que l'Europe ne puisse jamais faire entendre sa voix
au niveau stratégique. Et les Européens ont tous été des supplétifs tactiques des Américains. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout, nous, Européens, se croire un tant soit peu responsable du désastre américain en Afghanistan. Mais je reviens parce qu'il se trouve que j'étais attaché au début des années 2000 à Washington. Et mon travail, c'était d'aller le matin au Pentagone et l'après-midi au département d'État. Et je raconte une histoire qui est vraie parce que je l'ai vue, parce que les Américains parlent. Quand Bush arrive aux affaires, le fou, le jeune, hein, et quand il arrive aux affaires, il se pose la question de l'OTAN. Qu'est-ce qu'on va faire de l'OTAN? Alors il va à rive droite du Potomac, et il va voir les généraux du Pentagone, et qu'est-ce qu'on fait de l'OTAN? Tous les généraux américains disent, mais non, l'OTAN, il faut dissoudre cette affaire-là. Évidemment, militairement, ça n'a strictement aucun intérêt, ça nous bouffe des gens. D'ailleurs, nous, on n'est pas otaniens, puisque évidemment, les moins otaniens dans l'OTAN, ce sont les Américains, et on le sait bien. Et alors, Bush dit, bon, écoutez, on va dissoudre l'OTAN, et donc la question ne se posait même pas, on aurait réglé le problème. Mais quand même, il fait attention, il passe rive gauche du Potomac, il va à Foggy Bottom, il va voir le département d'État, il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de l'OTAN? Alors on lui dit, ah non, l'OTAN, non, il ne faut pas y toucher. L'OTAN, c'est notre meilleur outil de contrôle de l'Europe, et surtout, il ne faut pas y toucher. Évidemment, militairement, ça n'a pas d'intérêt, ce truc-là. Ça peut même être dangereux. Mais diplomatiquement, c'est très fort. Et alors, on lui dit même, on va aller beaucoup plus loin, que ça. C'est-à-dire que nous allons dissoudre l'Europe dans l'espace. Il y a 15 États dans l'Europe à ce moment-là. Il dit, alors, comment vous allez le faire? Eh bien, c'est simple. C'est pour ça que je m'oppose un peu à ce que tu as dit, on va proposer aux États de l'Europe de l'Est de rentrer dans l'OTAN. Et vous allez voir que 2 ans après, ou 3 ans, ils vont venir dans l'Europe, et comme ça, on va avoir une Europe à 26 ou à 27. Regardez les calendriers d'élargissement de l'OTAN et les calendriers d'élargissement de l'Europe, ça s'est exactement passé comme ça. Et voilà. Et donc cette manœuvre-là que j'ai vue, j'en ai parlé, elle a bien été réalisée. Alors je voudrais revenir simplement sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mais si vous voulez ajouter un mot, Amiral. Oui, pour avoir été moi-même pas mal impliqué dans ces affaires à cette époque-là, je quittais le Congo un bateau et je me suis retrouvé au Quai d'Orsay à traiter toutes ces affaires, l'avenir de l'OTAN, le démarrage de l'Union européenne et les démarrages de défense européenne. La question qui se posait était très, très simple. Pour rentrer dans l'Union européenne, il y avait une longue préparation à faire. Il y avait l'acquis communautaire à récupérer. C'était très difficile de rentrer dans l'Union européenne parce qu'il fallait payer très cher. Il fallait transformer tout. Rentrer dans l'OTAN, c'était beaucoup plus facile. On ouvre la porte et vous y rentriez après un petit passage juste dans un partenariat qui vous permettait de vous remettre à la hauteur, puisqu'on considérait que vos élites politico-militaires étaient toutes soviétisées et qu'elles étaient dangereuses. Donc il fallait épurer un petit peu le dispositif et on rentrait dans l'OTAN facilement. Rentrer dans l'OTAN et rentrer dans l'Union européenne, ce n'était pas exactement la même chose, car la conditionnalité n'était pas la même. Je voudrais aussi, mais c'est un petit commentaire, pas pour Dominique, juste pour te dire que quand on parle de l'Europe, on pense toujours à l'Union européenne. L'Europe, ce n'est pas l'Union européenne. L'Union européenne, c'est le véhicule qui est en charge aujourd'hui du destin de 27 pays, 28 hier, et qui demain peut-être sera obligé de se métamorphoser parce qu'elle ne représente pas finalement toute l'Europe. Alors ça tombe bien, vous me permettez de passer la parole à Alexandre Zazouline. Monsieur le ministre conseiller, on sait que la Russie interroge régulièrement les Européens depuis quelques années sur leur capacité à réinstaurer, à remettre en marche cette architecture européenne de sécurité. La question finalement est la suivante. Vladimir Poutine, les diplomates russes, croient-ils encore dans la capacité des Européens à se prendre finalement en main et à s'extraire du piège américain qui vient d'être décrit? Oui. La réponse est oui. Je vais développer, mais je voudrais faire quelques commentaires à Monsieur le Général, qui est un général très expérimenté. Et dans l'affaire de l'information aussi, comme je vois. Parce qu'il a essayé de vous présenter l'OTAN comme une organisation faible, moribonde, quasiment herbivore. Commençons par les budgets militaires. Le budget militaire des pays de l'OTAN, 1200 milliards de dollars, 18 fois plus que celui de la Russie. Seulement le budget militaire des pays européens
donc moins les États-Unis, et 6 fois plus que celui russe. Je ne parle pas des capacités militaires. Après, il suffit de regarder dans les documents doctrinaux de l'OTAN, la doctrine militaire, la stratégie militaire de 2019, qui stipule que la Russie, c'est la menace et l'adversaire de l'OTAN. Donc toutes les activités militaires de l'OTAN, de l'organisation qui a le budget de 1200 milliards de dollars, le budget militaire, sont concentrés dans le soi-disant flanc Est. Donc, on s'entraîne, on fait les exercices pour faire la guerre à la Russie. Parce que les scénarios des exercices militaires de l'OTAN sont les scénarios où la Russie est désignée comme l'adversaire. Donc, on s'entraîne pour faire la guerre à la Russie. Donc, ce n'est pas question de le président Poutine qui a ressuscité l'OTAN. Pas du tout. Non, mais c'est un autre débat, c'est pas la même chose. On commence, oui, je sais, quand même. On échange des visions et il faut donner au public aussi le tableau peut-être plus complet. On a parlé de 1997. 1997. C'était l'année où on a conclu l'acte fondateur sur les relations entre la Russie et l'OTAN. Les deux parties ont déclaré qu'ils ne se considèrent plus les adversaires. Et ils se sont échangés, ils se sont donné des garanties politiques de la retenue militaire. Pour nous, la garantie la plus importante de la part de l'OTAN, c'était la garantie que l'OTAN ne déploie pas les forces armées supplémentaires considérables à l'Est. L'OTAN l'a fait. Même année, 1997, l'OTAN a commencé les négociations sur l'adhésion avec la République tchèque, avec la Pologne et avec l'Hongrie, malgré les promesses dont l'amiral a très bien parlé, des États-Unis de ne bouger pas d'un pouce vers l'Est. Donc, Secrétaire Baker. en 1997, au moment où nous avons conclu avec l'OTAN l'acte fondateur, nous avons cru, nous avons eu la confiance dans les assurances que l'OTAN nous a données de ne pas faire l'extension et de ne plus cibler la Russie. En 1999, les 3 pays sont devenus pays membres de l'OTAN et depuis, je ne parle pas de 2014, je parle de 1999, depuis le premier élargissement, on a eu 4 autres vagues d'élargissement. Et ces 4 vagues ont déplacé la frontière de l'OTAN de plus de 1000 km à l'est. On est arrivé à la frontière russe, avec toutes les capacités militaires de l'OTAN, les budgets et les stratégies militaires qui désignent la Russie comme l'adversaire. Donc, l'histoire de l'OTAN comme une organisation qui ne comptait plus beaucoup. Et je vous rappelle aussi les activités de l'OTAN. Les bombardements de la Yougoslavie, c'est si on commence à parler de l'OTAN comme d'une organisation défensive. Alors, le débat se passe là. Merci beaucoup. Non, sur la coopération. Il y a effectivement, pardon, je vous coupe, il y a effectivement une série de malentendus à minima, d'ambiguïté évidemment, et il y a effectivement une question diplomatique. À quoi sert l'OTAN en général? Moi je note quand même, et vous l'avez souligné, que la France va donc participer à la réassurance de l'OTAN en envoyant 1 millier d'hommes en Roumanie. Dans la foulée, ces hommes-là vont participer à la force américaine. Dans la foulée, le gouvernement roumain a eu la bonne idée d'expliquer
qu'ils seraient intéressés par l'achat de F-35 américains. À quoi sert aujourd'hui l'OTAN, mon général, pour répondre? Et puis ensuite, je passe la parole au général Trinquant. Très bien. Je voudrais... Moi, je suis assez d'accord sur une partie de ce que vous avez dit. C'est pas fini. Non, je sais bien. Je sais bien. Non, mais c'est pour ça que je vous ai coupé, parce que je savais que c'était long. Et en particulier, moi, pour faire une synthèse simple, je pense que nous avons totalement raté l'après-Première Guerre mondiale. Nous avons très bien réussi l'après-Deuxième Guerre mondiale et nous avons totalement raté l'après-guerre froide. C'est-à-dire que alors qu'on avait à ce moment-là un certain nombre de possibilités d'aller vers la Russie, de réintégrer la Russie dans le concert européen des nations, si on peut dire ça, et Russie qui semble-t-il était assez favorable. Ensuite, il y a la question de l'adhésion de la Russie à l'OTAN. Oui, je sais bien. Ouais, je sais bien. Donc on était assez bien partis, et ensuite la main tendue par les États-Unis s'est retrouvée retirée assez brutalement, et les Américains ont effectivement déployé 3 manœuvres qui ne pouvaient que générer ce qui a été généré. En particulier, moi je pense que M. Poutine est un peu le résultat en tant qu'élu de cette affaire-là. La première chose, c'est effectivement l'élargissement de l'OTAN, qui a été très vite conçu comme une manœuvre agressive, ce qu'on peut comprendre. La deuxième chose, on n'en a pas parlé encore, c'est l'établissement d'un bouclier antimissile en Roumanie, en Pologne, etc. C'est très important. Alors, on va en parler tout à l'heure avec la. On sait bien qu'en dissuasion nucléaire, à partir du moment où vous êtes protégé, vous êtes dangereux. Et à partir du moment où on a un dôme de protection sur les États-Unis, ils apparaissent comme dangereux. C'est normal. Et puis la troisième chose qui a échoué, mais c'était le contournement de la Russie par la République d'Asie centrale. C'est-à-dire qu'on a eu quand même trois politiques qui ne pouvaient que converger vers une réaction de la Russie qui petit à petit est arrivée au point où nous en sommes. Alors à quoi sert l'OTAN ? À quoi sert l'OTAN ? C'est une véritable question. Vous le soulignez tout à l'heure, j'ai regardé le nombre de guerres dans lesquelles l'OTAN avait été participant depuis les années 91-92. J'ai trouvé évidemment la guerre du Kosovo, 99. Ensuite la FIAS, l'Afghanistan, la guerre la plus longue de l'histoire contemporaine. Unified Protector, la mission de protection en Libye. Et puis enfin, une petite mission de formation au profit des troupes irakiennes depuis 2018. C'est tout. Oui, absolument. Mais l'OTAN a été conçu, on n'est pas très surpris, contre la Russie. Il y a eu beaucoup de mal à s'en dégager. Et quand la Russie n'étant plus dangereuse, l'OTAN est partie s'engager ailleurs en Afghanistan, elle a prouvé son incapacité. Donc l'OTAN est une machine qui tend à perdurer dans son être. Donc M. Stoltenberg est sûrement extrêmement heureux de la crise qui arrive aujourd'hui, qui va justifier son emploi pendant encore quelques années. Donc, alors vous savez qu'il a été embauché par la Banque centrale de Norvège. Hein, mais, Bon, je retire ça. Enfin, le successeur, ce sera la même chose. Bon, et donc effectivement, on a une machine qui vit pour elle-même, qui n'a pas arrêté de vivre, finalement avide, et qui est tellement heureuse d'aller faire une manœuvre supposée. Alors, où est la poule, où est l'œuf ? C'est toujours un peu compliqué de savoir. C'est quand même un peu compliqué. Mais voilà. Et donc, l'OTAN, elle a d'abord servi du côté des Européens à ne pas faire d'efforts de défense, très clairement, et du côté américain à en profiter pour assurer leur domination. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est à quoi sert-elle, ou à quoi doit-elle, ou va-t-elle servir dans les années qui viennent, Général Trinquant ? Juste un point, vous faites beaucoup d'honneur à l'Europe en disant que les budgets sont 6 fois supérieurs. Quel gaspillage! Quel gaspillage! Non mais attendez, vous comparez le budget d'un pays qui a une stratégie, qui a des moyens, etc., à l'accumulation de 27 budgets qui ont chacun des points différents, qui ont chacun bon, je mets ça de côté, mais si vous voulez, ce n'est pas des éléments de comparaison. Bon. Ceci étant, pour revenir à votre point, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Vincent Desportes tout à l'heure. L'OTAN est une machine. Et comme vous parliez des manœuvres face à la Russie, ben forcément, ils ne savent faire que ça. Je veux dire, moi, je disais que j'étais dans les plans de l'OTAN avant les années 90, avec la 420e des divisions de fusiliers motorisés passant la trouée de Fulda, etc. On connaissait ça par cœur, on était super rodés sur ce truc-là. Et aujourd'hui, quand je vais à Bruxelles, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau PC de l'OTAN à Bruxelles, c'est effarant, c'est un monstre. Et là-dedans, vous avez des milliers d'officiers, et c'est un officier qui vous parle, on ne sait pas ne rien faire. Les milliers d'officiers qui sont là-dedans, il faut qu'ils bossent. Et comment ils bossent?
eh ben, suivant les errements qu'ils connaissent par cœur. Donc, on déploie, on met en place, etc. Maintenant, je reviens simplement sur un point, sur ce qui se passe actuellement là. Moi, ce que je vois de très dangereux, c'est que vous avez 125 000 hommes déployés du côté de la frontière ukrainienne. Et on vous envoie 900 hommes là, du côté de l'OTAN, 300 hommes là, etc. Ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que s'il y a un... Vous n'êtes pas d'accord avec Vincent Desportes? Non, mais s'il y a, à un moment, un frottement, comme on dit, une étincelle, ben, l'OTAN, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut simplement grimper beaucoup plus haut, parce qu'elle n'a pas les moyens de s'opposer. Et donc, évidemment que tout ceci doit se régler diplomatiquement, parce que sinon, les moyens militaires sont tellement disproportionnés que c'est extrêmement dangereux. Alors, juste un petit point d'Alexandre Zezulin, et puis après, je voudrais que l'amiral parle de la question nucléaire qu'il connaît bien. Oui. Je suis absolument d'accord avec vous, et je voudrais vous rappeler que la Russie, à partir de 2018 ou 2019, a commencé à proposer à l'OTAN les mesures de distinction. Premièrement, le chef de l'état-major russe, le général Gerasimov, a proposé à commandant des forces alliées du général Wolters une série de mesures censées d'être garanties qu'il n'arrive rien d'imprévisible. Premièrement, éloigner les exercices militaires de la ligne de contact entre la Russie et l'OTAN. Deuxièmement, pour les incidents, pour prévenir les incidents involontaires, deux mesures clés. Activer les transpondeurs sous les avions militaires et s'accorder avec l'OTAN, avec les forces armées de l'OTAN, la distance minimale de rapprochement des navires militaires et des avions militaires. C'était une proposition très raisonnable. On n'a rien reçu de positif comme la réponse. Après, le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, a proposé à M. Stoltenberg, pendant déjà la pandémie, de prendre des mesures de distanciation, au moins pour la période de la pandémie. Rien. Au lieu de ça, on entend de M. Stoltenberg que, directement que l'extension de l'OTAN, les portes ouvertes et l'extension de l'OTAN, les nouveaux membres, c'est pour endiguer la Russie. Et il le dit déjà clairement, sans se cacher derrière les formules. Merci pour ces précisions. Alors, amiral, le général Desportes tout à l'heure a évoqué la question nucléaire. Je crois que c'est un point très important. Un mot donc sur le rôle ou, comment dirais-je, l'aiguillon qu'a pu jouer la construction de ce bouclier ou ce parapluie nucléaire en Europe face à la Russie. Alors, je vais dire un mot là-dessus, puis je vais dire aussi un petit mot sur l'OTAN. L'OTAN des Européens, l'OTAN des Américains. Vincent Desportes a bien expliqué, mais je voudrais vous dire un petit peu là-dessus. D'abord, la question du bouclier antimissile. La question du bouclier antimissile est une question extrêmement importante. Et il y a eu une surenchère américaine qui était liée à des facteurs technologiques et qui était liée également à la question de l'Iran. On a déployé des missiles antimissiles, des dispositifs qui se mettaient sur la trajectoire possible entre l'Iran et l'Europe centrale. Ce qui était bien sûr une fiction totale, car il s'agissait bien sûr d'aller se mettre au contact le plus direct de la Russie, et ceci était poussé par les pays limitrophes de la Russie, ou ceux qui avaient eu le plus à subir de la présence soviétique. Et un petit mot, Vincent, quand on parle de la guerre froide, ce n'était pas la Russie, c'était l'Union soviétique. Et moi, je fais toujours la distinction entre les deux. La Russie qui est sortie derrière l'ombre de l'Union soviétique n'est pas la Russie qui était intégrée dans le système soviétique.
Je crois que tant que nous continuerons à penser que la Russie est le continuateur de l'Union soviétique, nous aurons beaucoup de mal à réagir et à comprendre ce qui se passe. Pardonne-moi, ce n'est pas une critique, mais c'est un vocabulaire habituel. Et c'est une manière habituelle également de dire que l'Europe, c'est l'Union européenne. Non, je pense que nous avons retrouvé les fondamentaux très anciens, ceux d'avant le stalinisme, ceux d'avant l'Union soviétique, pour retrouver quels sont au fond les grands acteurs du continent. Je passe sur ce petit point. Alors, la question de missiles antimissiles est une question essentielle, car les Russes ont clairement dit leur désapprobation de ce déploiement. Et je note que ce n'est pas l'OTAN qui s'est déployé, c'est les Américains qui se sont déployés sur des bases bilatérales avec les Polonais ou avec les Roumains. Et c'était quelque chose dans lequel l'OTAN était bien sûr la couverture générale d'ensemble, mais n'était pas l'acteur principal. Et je crois que ceci a fortement irrité la Russie. Je pense que ça a fortement irrité d'autres pays, toutes les puissances nucléaires. N'oublions pas que tout ce que nous vivons aujourd'hui se fait sous un parapluie nucléaire auquel les Russes et les Américains ont toujours contribué. Leurs relations sont très étroites. Les Russes et les Américains se parlent en permanence des questions nucléaires. Il n'y a jamais eu d'interruption de leur discussion à Genève ou ailleurs. Et donc, il faut savoir qu'il y a là quand même une grande part de théâtralisation des réalités. J'allais vous poser la question, iriez-vous jusqu'à dire qu'on est dans un véritable jeu de scène? Écoutez, je ne sais pas. Je pense que les Russes et les Américains sont suffisamment rationnels et suffisamment compétents en matière de dissuasion nucléaire pour pouvoir se parler tout le temps, pour savoir ce qui se passe. Et donc, nous ne devons pas succomber à cette théâtralisation en Europe. Et la France moins que les autres, puisqu'elle sait très bien de quoi il s'agit, puisqu'elle est associée à une grande partie de ces discussions, et que nous avons nous-mêmes réfléchi beaucoup sur les questions de dissuasion nucléaire. Donc le sang-froid doit être de notre côté en France, et je pense que le président Macron aujourd'hui exerce très bien cette qualité d'homme de sang-froid et d'homme qui parle de l'Europe. Mon deuxième point, mais laissez-moi en dire un petit mot quand même. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, alors que la guerre froide est maintenant passée depuis 30 ans, alors que nous sommes en train de nous poser des questions encore sur le système de sécurité européen, nous considérons bien une chose, alors là je vais peut-être vous paraître un tout petit peu provocateur, mais dans l'OTAN, aujourd'hui, il y a les Européens et puis deux ou trois États qui sont en dehors. Les insiders, c'est nous. Les outsiders, les Américains, les Britanniques et les Canadiens. Et donc ils ont une vision très différente. Nous avons la continuité politique, culturelle, géographique, et la mémoire collective des grandes guerres qui ont ravagé notre continent. Et cette mémoire collective, elle a plusieurs siècles d'existence. Et je crois que la plupart des populations qui sont de l'Atlantique à l'Oural, et je ne fais pas là de la propagande, je dis simplement, nous avons cette expérience d'avoir vécu le déferlement des forces de droite et de gauche. Et je crois que nos camarades de l'OTAN qui sont à l'extérieur n'ont pas cette expérience. N'ayant pas cette expérience, ils utilisent l'espace européen comme un espace de manœuvre pour les manœuvres qu'ils ont à faire. Les Américains ont décidé d'enjamber la Russie en 1990. Enjamber, ça veut dire aller se préoccuper immédiatement de ce qui se passait en Chine. Et pour ça, ils ont traversé la Méditerranée, ils ont trouvé sur leur chemin Israël, ils ont trouvé sur leur chemin l'Iran, et ils sont allés jusqu'aux confins chinois pour pouvoir exercer sur la Chine la pression qui leur permettait de continuer à exister avec un véritable challenger, puisque l'Union soviétique avait disparu. La Russie a été mise de côté pendant 10 ans, et vous connaissez la période de la décennie 1990-2000 jusqu'à l'arrivée du président Poutine. Et vous avez là un moment où la Russie était faible, fragile, et toute cette histoire dont nous parlons aujourd'hui, c'est un moment où la Russie n'était pas capable de défendre une partie des intérêts qui étaient ses intérêts de sécurité. Alors aujourd'hui, je crois que nous devons reprendre un peu notre histoire collective et repenser l'OTAN de deux façons. L'OTAN des Européens, nous avons essayé à plusieurs reprises, le diplomate que j'ai été fait partie de ceux qui ont essayé de reprendre l'OTAN à notre charge, puisque les Américains n'en voulaient plus d'ailleurs. Puisque les Américains ne voulaient plus de l'OTAN, le président Trump l'a dit très clairement, mais d'autres l'avaient dit avant lui, et Vincent l'a rappelé il y a peu de temps. Qu'est-ce qu'on faisait de l'OTAN à la fin de la guerre froide? Les Européens ont essayé de reprendre à leur compte l'OTAN parce que c'est une très belle machinerie. Dominique l'a dit à l'instant, c'est une bureaucratie qui a la capacité à faire fonctionner des forces. Nous n'avons pas réussi à le faire, tout simplement parce qu'il n'y a pas, de l'autre côté de l'Atlantique, la volonté que l'Europe soit autonome dans sa vision d'ensemble.
et que l'Europe puisse se réunifier. Et aujourd'hui, quand je parle de la réunification de l'Europe, je crois que c'est bien de ça qu'il s'agit, non pas de l'autonomie, non pas de l'identité, mais simplement, il est souhaitable que nous trouvions le moyen de parler entre nous de ce qui fait que ce bout de continent d'1 milliard d'habitants doit pouvoir gérer tout seul sa sécurité. Alors, on est quasiment... Ça fait quasiment 1 heure qu'on a commencé le débat. Je vous propose de gentiment nous diriger vers les conclusions. J'en profite pour, à propos de l'Europe et de l'OTAN, en 2007-2008, quand le président Sarkozy arrive au pouvoir avec son équipe, il fait la synthèse d'un travail de rumeurs, de lobby finalement des milieux stratégistes français qui lui expliquent en substance, la France constitue l'une des forces principales, des bataillons principaux pour l'OTAN, mais la France n'étant pas depuis 1966 dans ce fameux commandement intégré de l'OTAN, elle n'a pas le strapontin là où se décident des choses, et donc il faut être logique, on y participe, on doit aussi nous influer sur les décisions. On est aujourd'hui, 2007, on est 15 ou 20 ans plus tard. Quel est le bilan de la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN? Un certain nombre de candidats aujourd'hui souhaitent faire machine arrière. Comment vous trois, lisez-vous ce bilan et que signifierait, quels seraient les gains de cette nouvelle sortie du commandement militaire intégré? En quelques mots, si vous le voulez bien, et ça nous permet, comme ça on ira vers la conclusion de ce débat. Oui, juste en quelques mots, la sortie du commandement intégré, c'est le général de Gaulle, souvenons-nous-en, ça correspond à une époque et à un effet à obtenir sur l'indépendance après la fin de la Seconde Guerre mondiale et de ses conséquences. Aujourd'hui, à quoi ça sert d'être dans le commandement intégré? D'être informé, pour avoir participé à des opérations. Si vous n'avez pas des gens partout qui sont capables de vous informer, vous êtes mal informé. Et lorsque j'entends un certain nombre, pour revenir sur le point des candidats, qui vous disent on va quitter le commandement intégré parce que comme ça, ça nous donnera notre indépendance, pardonnez-moi, mais l'indépendance, on l'a toujours. On n'est pas obligé de décider de le faire. On n'est pas. Je rappelle qu'on parlait de l'Afghanistan tout à l'heure. La France a quitté l'Afghanistan en 2014. Elle a quitté les opérations de l'Afghanistan et elle faisait toujours partie de l'OTAN et du commandement intégré de l'OTAN. Donc l'avantage du commandement intégré, c'est d'être bien informé et d'être dans les circuits décisionnels. L'inconvénient, c'est celui... Pourquoi? J'ai une minute de... Alors j'ai une minute. J'étais en 1995 dans la force de réaction rapide en Yougoslavie. Juste au moment où nous avons agi en coordination avec l'OTAN avant les accords de Dayton. Et le président Chirac, qui venait d'être élu, a été très froissé parce que nous n'étions pas dans le commandement intégré, de découvrir qu'il y avait toute une opération aérienne qui avait été planifiée et dans laquelle il n'était pas informé. Et nous, force de réaction rapide qui étions au sol, on était quasiment aux ordres de l'OTAN pour cette opération particulière. C'était quand même une grosse force française et britannique qui était là, et on n'était pas informé. Et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, un ambassadeur qui était son Sherpa, qui me l'a raconté il y a quelques semaines, me dit c'est ça qui a fait qu'on a décidé de rejoindre le commandement intégré de l'OTAN. Parce qu'on ne supportait pas de fournir des forces et de ne pas avoir l'information de première main. Voilà. Amiral, à votre tour. J'ai une lecture un peu différente. Ma lecture un peu différente vient du fait qu'en 2008-2009, le président Sarkozy, qui était là depuis quelque temps, n'avait pas pour les questions militaires un intérêt très considérable et il pensait que si l'on pouvait simplement se mettre en règle avec l'OTAN, c'était bien. Mais il n'y avait pas véritablement la perception d'un manque. D'autant plus que dès cette période-là, nous avions installé 150 officiers au contact de l'OTAN et ces 150 officiers étaient parfaitement informés, j'en ai fait partie, et nous étions toujours consultés avant toute décision. Peut-être un peu en écho à ce que tu viens de dire, je pense que nous avons été toujours bien informés. Nous n'avons pas été informés par la base, nous avons été informés par la tête. Et je pense que c'est peut-être
quelque chose qu'il faut avoir en tête. Nous avions, avec notre position particulière dans l'OTAN, une possibilité d'influer sur les problèmes, parce que nous étions toujours consultés avant. Parce que, comme l'a dit le général Trinquant, nous avions une force militaire tout à fait conséquente et qu'il était difficile de faire les opérations sans nous. Et donc, nous avons eu une position très confortable. Et lorsqu'il s'est agi de reprendre notre place dans le commandement intégré, eh bien, ça, pour moi, ça a été une catastrophe. Nous nous sommes séparés de 700 ou 800 officiers parmi les meilleurs, ceux qui étaient multilingues, ceux qui étaient brevetés, ceux qui étaient capables de venir au contact, et nous avons petit à petit supprimé tout ce qui faisait l'essentiel de la doctrine militaire française. Sachez qu'il n'y a plus de doctrine militaire française, elle se traduit directement de la doctrine militaire de l'OTAN avec des codicils, des points d'appui, et nous n'avons plus. Alors, j'ai été patron de la doctrine, je m'oppose un peu. Absolument pas d'accord. Mais écoutez, je vous donne simplement cette explication. Il y a tout un pan, alors vous avez raison, un pan de notre doctrine qui nous est maintenant fourni par l'OTAN et à laquelle nous participons avec l'OTAN pour la définir. Oui, alors merci Dominique, mais je pense que notre participation... J'ai participé, moi aussi. Donc vous voyez, nous ne sommes pas d'accord, mais c'est bien. Sachez que donc il y a débat sur cette question. Le retour dans l'OTAN, c'est la séparation de 700 de nos meilleurs officiers, c'est l'abonnement à des disciplines qui ne sont pas les nôtres, et c'est la perte d'une partie de notre savoir-faire en matière militaire. Merci Amiral. Général Desportes, donc sur la doctrine, puisque vous avez commandé le centre de doctrine de l'armée de terre. D'accord, je reviens un tout petit peu quand même. On a payé cher, effectivement, parce qu'on a payé 500 officiers. 700, peut-être 700 officiers. On même à 800. On a payé cher. 14 ce qu'attendait le président Sarkozy, c'est ce qu'il a dit, c'est la progression de l'Europe de la défense qui n'a pas progressé d'un iota. Donc je pense que le bilan n'est pas bon. Alors il peut y avoir, tu l'as dit, des intérêts techniques. Mais après tout, on n'est pas là pour faire de la technique, on est plutôt là pour faire de la stratégie. Donc moi je crois que c'était une mauvaise affaire. Maintenant, moi je suis assez de l'avis de Hervé Drim quand il dit le coût du départ serait tellement élevé que c'est pas envisageable. Et comme l'a dit fort justement Dominique, si on quitte l'OTAN maintenant, on ne fera plus l'Europe de la défense. Et donc il faut intégrer cette affaire-là, c'est dans notre contextualisation, il y a ça, et donc il faut malgré cela continuer à avancer vers l'Europe de la défense, mais c'est une donnée. Alors je viens sur l'affaire de la doctrine, là où on a payé le plus cher à mon avis, moi je suis très frappé par les notions de culture stratégique. Et nos officiers ont été progressivement américanisés, alors que la culture stratégique américaine, qui est une culture de destruction, contrairement à notre culture, qui est une culture politique de la guerre, est en train de se transformer complètement, parce qu'elle est imprégnée toujours davantage de la pensée américaine, ce qui me paraît d'autant plus dangereux que depuis un certain temps, les intérêts stratégiques américains sont de plus en plus divergents des intérêts stratégiques européens. Et qu'à suivre les modes américaines, nous avons un outil de défense interopérable, ce qui pose des questions, quelle est la finalité de ça, un outil militaire de plus en plus petit, qui à force d'être petit, n'est finalement plus véritablement opérationnel. Donc je crois que le coût que nous avons payé est lourd et nous allons continuer de payer longtemps. Maintenant, je crois qu'il faut faire avec et aller franchement vers l'Europe de la défense. Alors, pour terminer et clore ce chapitre, je laisse la parole de manière courtoise à notre diplomate. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous poser la question. Je ne parle pas du commandement voilà, je vais pas vous demander de répondre à cette question. De l'OTAN, mais quand même, c'est lié, c'est étroitement lié, ce que je voudrais dire, parce que peut-être les généraux et monsieur l'amiral ne seront pas d'accord avec moi, mais nous, en Russie, nous voyons la politique, les activités de l'OTAN font voir que les objectifs qui étaient à l'origine de la création de l'OTAN n'ont pas changé. Et ces objectifs ont été bien formulés par le premier secrétaire général de l'OTAN, M. Lord Ismay, qui disait l'OTAN est pour garder les Américains à l'intérieur de l'Europe, les Russes à l'extérieur de l'Europe et l'Allemagne et les Allemands sous tutelle. Il suffit aujourd'hui de remplacer l'Allemagne par l'Union européenne et nous avons une image parfaite de l'OTAN d'aujourd'hui. Dans cette image de l'OTAN, la stratégie et l'autonomie stratégique européenne, c'est la dernière chose dont les Américains soient intéressés. Je ne sais pas, peut-être
si pour la France sert cette organisation comme ça, sert où de décider. Pour l'Europe qui aspire d'être forte et indépendante, autonome, je ne crois pas. Merci, merci Monsieur le Ministre Conseiller pour ces propos qui montrent quelle est la qualité de la formation des diplomates russes à Moscou. Voilà, une synthèse à de rasoir. Les émirats français qui... Je remercie, avant de passer le micro à la salle, je voudrais vraiment remercier chaleureusement nos 4 intervenants et en particulier nos 3 experts militaires qui sont certes à la retraite et donc dont la parole... Voilà, deuxième section, dont la parole est libre. Mais qui n'en ont pas moins toujours une oreille, une écoute attentive des cercles dirigeants parisiens. Et donc, c'est aussi la qualité de ces propos est aussi à l'aune de leur influence qui continue dans les cercles qui comptent. Merci. On parle toujours de la perspective historique qu'on doit avoir par rapport à la Russie, à ses inquiétudes, etc. Et on a raison. Mais il faut aussi penser aux Européens. Je le répète, il y a une partie de l'Europe qui a été occupée par l'Union soviétique et qui a toujours peur de l'ours qu'ils appellent, qui est à l'Est. Il faut le prendre en compte. La position française, on est très hexagonale. De Paris, on dit nous, on a des idées géniales, on va vous faire une Europe de la défense, vous allez voir, ça va être très très bien. Sauf que les autres Européens ne pensent pas la même chose. Et donc, si on veut faire une Europe de la défense, on ne la fait pas française, on la fait européenne. Et donc, c'est l'ensemble des pays européens qui doivent progressivement, et alors ce que disait Vincent Desportes, il a parfaitement raison, aujourd'hui on est là, il faut faire avec, et il faut montrer, et moi je suis vraiment désolé de ce qui se passe depuis les derniers mois, parce que cet été j'ai vu une bascule. Après Kaboul, je peux vous dire, j'étais à une réunion avec tous les attachés de défense à Paris, qui venaient me voir en me disant maintenant on va pouvoir s'occuper du Sahel avec vous, et on va pouvoir construire cette défense européenne. Et puis, eh ben, je répète encore, merci Monsieur le Président Poutine, il a revivifié l'OTAN. Et l'OTAN, aujourd'hui, les Américains peuvent dire, c'est la défense de l'Europe, c'est nous, alors qu'on voulait construire une Europe différente. Et je suis d'accord avec toi, sur le long terme, on parle de l'Europe au sens large, hein, bien sûr. Et je suis d'accord aussi que dans les années 90, on a raté une étape majeure. Et qu'à ce moment-là, on aurait pu faire, effectivement, de l'Atlantique à l'oral quelque chose. Aujourd'hui, il va falloir travailler quand même pour y arriver. Mais qu'à voir les têtes des 2 présidents à la fin de la conférence de presse, il y a du boulot. Hein, il y a du boulot. Alors en 2012, le premier président qui appelle le président Bush, vous le savez sans doute, c'est le président Poutine. Hein, donc le lendemain de l'attentat du 11 septembre, le premier qui vient au rapport, c'est le président Poutine qui propose immédiatement un rapprochement pour la lutte antiterroriste. Et Bush lui répond, c'est une autorité publique, écoutez, c'est une affaire qui me concerne directement, je la réglerai directement moi-même. Et donc, bon, ça se comprend très bien, ça peut très bien s'admettre. Mais je pense que les dialogues ont toujours été importants, que la question effectivement de savoir quelle était la place que la Russie devait prendre dans ce qu'on appelait avant le concert européen est une question très ancienne. Moi, je ne serais pas pour la question de la défense européenne, parce que je pense que ce mot défense est un mot qui est périmé. C'est le mot du XXe siècle, c'est le mot des grandes guerres. Je pense que nous avons à construire aujourd'hui un système de sécurité complet. Un système de sécurité, ça veut dire bien sûr purger tout ce qu'il y a, et je pense que tu as raison de le dire, les pays de l'Est européen n'ont pas du tout envie aujourd'hui de passer à un système de sécurité. Donc notre travail, notre pédagogie, nous 3 je crois que nous faisons chacun de notre façon, est de leur montrer que le temps d'hier a disparu, qu'ils ont à avoir confiance, et je crois qu'il faut aussi se souvenir de tous ces pays qui sont dans l'Union européenne et qui ne sont pas dans l'OTAN. Je pense à la Suède, je suis membre de l'Académie royale de sciences de la guerre de Suède. Les Suédois nous posent des vraies questions sur le voisinage. Et nous ne pouvons pas leur dire « allez voir vos voisins, ce sont des gens sympathiques », parce que pour l'instant, ils ne se présentent pas comme ça. Et donc il faut trouver les façons de reconstruire un concert européen avec les nations européennes. Pour elles-mêmes, nous ne sommes plus au temps de la guerre froide, nous ne sommes plus au temps où l'OTAN était la garantie de sécurité à l'abri de laquelle l'Union européenne s'est développée. Nous sommes à un autre moment de l'histoire, et si nous voulons que la bascule du XXIe siècle se fasse aujourd'hui après le Covid, eh bien il faut que nous changions nous-mêmes la vision que nous avons du territoire sur lequel nous sommes. C'est facile pour les Français, tu l'as dit, je suis bien d'accord avec ça. Nous sommes en plus une puissance nucléaire. Pensez donc
on peut s'affranchir de tous les traités puisque nous avons notre couverture et notre parapluie, même si certains pensent qu'aujourd'hui elle est périmée. Mais les Russes savent, eux, qu'elle reste importante. Et donc, au fond, ce qu'il faut, c'est que nous trouvions un autre système que la défense européenne. La mantra française politique sur la défense européenne était un anachronisme pour moi. Aucun des membres du continent européen n'a envie que la France devienne le leader d'une défense. Personne ne pense que nous avons la solution, mais nous pensons, j'allais dire, nous les stratégistes, je me place dans l'angle, simplement sous l'angle des rapports des forces, que nous avons à trouver dans ce bout d'Europe, avec ce milliard d'habitants, un système de sécurité collective qui réassure l'ensemble des pays. Et pour ça, celui qui nous pose la question aujourd'hui, c'est la Russie, il faut savoir l'entendre. Je crois que ça demeure important. Bon, c'est aussi historique. 4 réponses simples, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'abord, je crois que si on veut comprendre les autres, il faut d'abord comprendre quels sont leurs intérêts fondamentaux. Et si on a bien compris quels étaient leurs intérêts fondamentaux, après on pourra comprendre leurs intentions. Et quand on a compris les intentions, alors on peut faire de la stratégie. La deuxième chose, c'est qu'en ce qui concerne les gouvernants russes, moi je préfère honnêtement la vision qu'avait Catherine II de l'Europe que celle qu'a maintenant le président Poutine, mais il a changé sur cette position. De manière assez claire sur l'Ukraine, moi je crois, il faut être réaliste, il faut la finlandiser, point barre. C'est pas la peine, il faut dire une fois pour toutes, non, pas dans l'OTAN, vous ne serez pas plus malheureux, vous ne serez pas dans l'OTAN, etc. Bon, ça me paraît raisonnable. Dernier point, monsieur le ministre, je vais vous passer vous savez, c'est vrai que la Finlande et la Russie, il y a eu des petits accros quand même de temps en temps. Mais, et le dernier point qui me paraît important et auquel je crois fondamentalement, c'est que, comme l'a dit d'ailleurs M. Trump récemment, quand il était président, jamais plus le soldat Ryan ne viendra mourir pour nous sur les plages d'Europe. Alors, quelle que soit la forme de la défense, il faut arriver à construire quelque chose en autonomie. L'indemnisation de l'Ukraine, c'est pas une solution, je crois, parce que non, c'est l'Ukraine qui s'autonomise. On exige de l'OTAN de renoncer à la politique de la porte ouverte et de l'extension. Ce sont les pays de l'OTAN qui devraient le faire pour le bien de notre sécurité européenne. Pourquoi? Parce que selon nous, et selon d'ailleurs tous les pays de l'OTAN qui ont signé les accords, les traités au sein de l'OSCE, la sécurité en Europe, parce que c'est le continent où nous vivons tous, ne peut être que indivisible et égale. L'extension, la porte ouverte de l'OTAN, c'est l'opposé. C'est la tentative de renforcer la sécurité des pays membres de l'OTAN, en menaçant la Russie, nous en avons parlé, au détriment de notre sécurité. Et c'est le principe clé de la sécurité indivisible qui a été fixé dans les traités, la charte européenne d'Istanbul de 1999 et dans la déclaration de Astana, du sommet 2010 d'Astana. Donc, ce que nous proposons maintenant, nous avons besoin de garanties. Les pays de l'OTAN, même les généraux les plus respectés, peuvent nous donner les assurances, mais nous avons déjà en 1990 les assurances des généraux et des hommes politiques américains. Ça ne suffit plus. On a besoin des garanties de la sécurité. Nous avons proposé quelles sont les garanties qui suffisent. Ce sont les garanties sur 3 points qu'on a déjà évoqués. Et sur cette base, on peut après parler sur l'ordre, sur l'architecture de la sécurité européenne, indivisible. Déjà, cette polémique, ça se développe dans la presse. Pour l'opinion publique. Dans la presse. Pour l'opinion publique, on peut rappeler que les Américains, Washington et d'autres pays membres de l'OTAN, maintenant, en donnant les commentaires sur les propositions russes, donnent une vision un peu erronée de ce que la Russie a proposé, en disant que la Russie propose le partage de l'influence
le retour à Yalta, etc. etc. Je peux vous rappeler, il y a une doctrine Monroe des États-Unis. De surcroît. De surcroît. Seulement les États-Unis peuvent agir, oui, dans leur partie de globe. Oui. Au-delà même des. Donc, et c'est le pays qui nous accuse de la politique des sphères de l'influence. Il faut rappeler à notre ami Nguimo, justement, que dans la charte d'Istanbul, il y a aussi autre chose qui gêne beaucoup les Européens, et ça s'appelle les droits humains, les droits de l'homme. Et donc, on peut respecter la sécurité indivisible, mais il y a aussi d'autres choses qui, aujourd'hui, posent des problèmes, notamment aux pays qui sont les pays européens de l'OTAN, qui sont partenaires de l'OTAN. Je pense à la Suède, où c'est un point qui est regardé de très près. Je veux dire que nous recueillons toutes les informations ouvertes dans la presse par les experts dans les pays de l'OTAN sur les violations des droits de l'homme dans les pays de l'OTAN. On a très bien coopéré avec tous les pays de l'OTAN pour la sécurité des jeunes. Sur la politique de défense européenne. Quelle est la perception de Moscou si c'est la politique de coopération avec la Russie, pas la politique qui désigne la Russie comme l'adversaire et comme l'ennemi, ça va, pour nous, ça va. Nous avons à plusieurs reprises, à différents niveaux, déclaré au niveau politique que nous avons intérêt d'avoir dans l'Europe le partenaire fort et fiable. Est-ce qu'on est fiable, crédible? Pas faible. Est-ce qu'on est crédible? Est-ce que vous ça dépend de vous, de l'Europe. Pardonnez-moi de vous contredire, mais le Kosovo ne fait pas partie de l'OTAN. Ah si? Ah non. Ah non. Il y a 17 000 soldats. Mais attendez, que l'OTAN soit intervenue au Kosovo avec les problèmes qu'on connaît, hein, bien sûr, qu'elle soit intervenue là-bas, d'accord, mais les troupes présentes sont des troupes de l'OTAN présentes au Kosovo, mais le Kosovo ne fait pas partie de l'OTAN. En dehors de la zone de l'OTAN. Non mais, il n'y a pas de zone de l'OTAN. Ça, c'est alors zone de l'OTAN. Grosse discussion, d'ailleurs, dans laquelle la France a une position particulière. Elle dit, c'est l'Europe. Bon, l'Afghanistan, déjà, ça a été très tiré par les cheveux. Et là, souvenez-vous du discours du président Macron au dernier sommet de l'OTAN sur l'Asie, dans lequel il a dit, attendez, c'est pas qu'est-ce que va faire l'OTAN en Asie? Donc, Kosovo ne fait pas partie de l'OTAN. Il ne faut pas le dire. Je veux dire, il faut vérifier dans votre, vérifier dans vos sources. Hein. Voilà. Mais simplement, un point, ça me permet de dire un point. La position de la France dans l'OTAN a toujours été singulière, au sens où elle veut limiter l'action de l'OTAN géographiquement, dans les actions également. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que Takuba, il y a des Européens, il n'y a pas l'OTAN? Ça pourrait être une opération de l'OTAN. Eh ben non. Eh ben non. Voilà. Non, mais attendez, vous avez... Attendez, je pense que pendant une heure et demie, on vous a quand même expliqué que le bilan de l'OTAN n'était pas génial. D'accord? On vous l'a expliqué pendant une heure et demie. On vous a dit aussi, je crois tous, que c'était une gigantesque machine qui avait besoin de tourner et qui, quand vous allez à Bruxelles, voyez le PC, vous comprendrez. Les types, tous les matins, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on planifie, on prépare, et machin, et ils font des trucs qui sont ce qu'ils ont l'habitude de faire, ce que j'ai fait dans les années 90. La trouée de Fulda, le machin, bon, maintenant, ça s'est décalé à l'Est, mais ils savent faire ça. Donc, on ne vous a jamais défendu tout ça. Hein. Bon, je crois que l'échange qu'on vient d'avoir illustre bien que le sujet est complexe. On pourrait y passer des jours. On avait pour pari de faire quelque chose qui ne soit pas trop un débat d'experts. Donc évidemment, on n'a pas été au fond de toutes les questions. Mais je crois que, comme vient de le dire très bien le général Trinquant, en une heure et demie, avec des interlocuteurs d'excellente qualité et légitimes à parler, nous avons quand même fait un tour de panorama de cette problématique de l'OTAN, de la France, de l'Europe et de la Russie qui me paraît très intéressant. Donc je voulais remercier à nouveau les 4 intervenants, Monsieur le ministre conseiller Alexandre Zezulin, le général Vincent Desportes, l'amiral Jean Dufourcq et le général Dominique Trinquant.
d'avoir bien voulu participer à ce débat, organisé avec beaucoup de d'anticipation par la maîtresse de cérémonie Irina Dubois. Merci beaucoup à tous d'avoir participé.